Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Les plantes hallucinogènes, comme les molécules de synthèse, LSD ou ecstasy, bouleversent les frontières de la conscience. Peyote, champignons, ayahuasca, pour communiquer avec le monde des esprits, sorciers, guérisseurs et chamans ont toujours utilisé des plantes hallucinogènes. Pour le psychiatre Marc Valeur, cette fonction rituelle fait des hallucinogènes les plus anciennes drogues du monde. On peut penser que les hallucinogènes sont probablement les premières drogues connues de l'humanité à travers la rencontre avec des champignons. On sait bien que certains théoriciens ont fait de la rencontre avec les hallucinogènes le début même de l'humanité. Il est possible que les premières religions du monde aient été le culte de champignons hallucinogènes chez les Suméro-Babyloniens. Et on sait que dans les cultures chamaniques, l'usage d'hallucinogènes est le mode privilégié de contact entre les hommes et les dieux, entre le monde profane et le monde sacré. Les expérimentateurs d'hallucinogènes peuvent être des expérimentateurs répétés. Il y a des gens qui aiment l'expérience hallucinogène, qui aiment même les sentiments de dépersonnalisation, qui aiment ce sentiment de voyage. Au XXe siècle, écrivains et artistes redécouvrent les hallucinogènes. Antonin Artaud est initié au cactus sacré, le peyote, par des Indiens du Mexique. Le poète Henri Michaud, grand expérimentateur de ces drogues, tente de mettre en image ces visions sous mescaline, le principe actif du peyote. Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtile, plus labile, plus insaisissable, plus oscillante, plus tremblante, plus martyrisante, plus fourmillante, infiniment plus chargée, plus intensément belle, plus affreusement colorée, plus agressive, plus idiote, plus étrange. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous, et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes, et même les découper en morceaux. Pour agir, le LSD, comme toutes les drogues, pirate le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme.
Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Les hallucinogènes sont peu étudiés par les scientifiques. Frank Vollenweider dirige une des rares équipes dans le monde qui se consacre à l'étude de leur mécanisme d'action dans le cerveau. J'étais personnellement intéressé par le phénomène de perte des frontières de l'ego, et les drogues comme le LSD sont parmi les rares molécules que l'on peut utiliser pour créer ce genre d'état dans des conditions expérimentales. Il n'y a pas d'autres drogues qui provoquent une altération si profonde des frontières de l'ego. Ça commence avec un apaisement des relations entre le corps et son environnement. L'esprit est profondément modifié. On pense qu'on se fond avec l'environnement, voire avec le cosmos, dans un état extatique. C'est une expérience profonde et nous n'avons aucune idée de comment ça marche. Ce que nous avons donc découvert, c'est que cette perte des frontières de l'ego est peut-être ce qu'il y a de plus important dans les hallucinations que certaines personnes ont avec ces drogues. Parce que cette perte des frontières de l'ego peut mener, si c'est vraiment extrême, à une sorte d'état mystique, ce que l'on appelle l'unio mystica. Mais cela peut prendre l'autre voie, et on est alors morcelé, anxieux et divisé. On n'a donc plus de vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu. Le passage de ces corbillards devant une boulangerie close, c'est ce que la justice reprochera à un minotier qui avait trop aimé l'argent. Cette ville française doit son intoxication à l'ergot de seigle. C'est en étudiant les dérivés de ce parasite des céréales que le chimiste suisse Albert Hofmann, à la recherche d'un remède contre la migraine, invente en 1943 une drogue qui va bouleverser toute une génération, l'acide lysergique diéthylamide, plus connu sous le nom de LSD. Pour en connaître les effets, j'ai décidé d'expérimenter cette substance sur moi-même, ce diéthylamide. En tant qu'homme prudent, j'ai commencé avec la quantité la plus petite possible, capable néanmoins de faire de l'effet, c'est-à-dire un quart de millième de gramme. Arrivé chez moi, je me suis retrouvé dans un état psychique extrêmement bizarre. Mon environnement était tellement étrange que j'ai cru devenir fou. Ce n'est que quelques heures plus tard, quand je me suis rendu compte que les symptômes s'estompaient, que j'ai pu alors jouir pleinement de cet état de conscience extraordinaire. J'étais totalement sensibilisé à tout ce qui se passait autour de moi. Je ne percevais plus les sons comme agressifs. Au contraire, ils étaient magnifiques, beaux et profonds. Les couleurs aussi étaient devenues agréables. Toute l'atmosphère devenait positive. Quelque part, le monde était devenu merveilleux. Peu avant, il avait été diabolisé, pour ainsi dire. Mais à présent, je me trouvais dans un univers magique.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la CIA s'empare du LSD et le teste comme sérum de vérité. Plusieurs armées expérimentent même son potentiel d'arme chimique incapacitante. 25 minutes later, the first effects of the drug became apparent. The men began to relax and to giggle. But this man was more seriously affected and had to be removed from the exercise. After 35 minutes, one of the radio operators had become incapable of using his set, and the efficiency of the rocket launcher team was also very impaired. 10 minutes later, radio communication had become difficult, if not impossible, but the men are still capable of sustained physical effort. This man nearly succeeded in felling this tree using only a spade. But 1 hour and 10 minutes after taking the drug, with one man climbing a tree to feed the birds, the troop commander gave up, admitting that he could no longer control himself or his men. En 1954, l'écrivain Aldous Huxley publie Les Portes de la Perception, un livre qui raconte ses visions sous mescaline et fait découvrir l'expérience psychédélique au grand public. Pensez-vous que les écrivains d'anticipation pourraient en tirer un bénéfice ? Eh bien, je pense que les gens qui pourraient en bénéficier le plus sont les professeurs. Je pense qu'il serait excellent que quiconque ayant des idées fixées, une certitude absolue sur les choses, prenne cette substance. Il se rendrait compte que le monde que nous avons construit n'est en aucun cas le seul monde, qu'il existe d'autres types d'univers extraordinaires, des mondes que nous pouvons habiter, ce qui devrait nous remplir de gratitude. Alexander Shulgin, aujourd'hui âgé de 80 ans, a consacré toute sa vie à la chimie hallucinogène. Dans son petit laboratoire à domicile, près de San Francisco, il a inventé plus de 150 molécules psychédéliques. Il est considéré comme un chimiste de génie et ses résultats sont publiés dans les revues scientifiques. Je crois que le terme utilisé par Huxley, les portes de la perception, est tiré de l'œuvre de William Blake. Je crois qu'il dit « Si les portes de la perception étaient ouvertes, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est. » Et je pense que faire en sorte que chaque chose soit disponible et perceptible de la manière où Huxley lui-même l'entendait dans ses écrits est une chose dangereuse. C'est la schizophrénie. On a accès à tout. Regarde ça. Je me souviens de ça, de ça. Je me souviens d'avoir parlé à Dieu et je me souviens de tout ce qui s'est passé. On n'est plus capable de se comporter sans danger en société. C'est le côté négatif des portes de la perception. Le LSD ne crée pas de véritables hallucinations, mais altère ou déforme les perceptions. Cet effet est dû à son action sur les réseaux d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Le LSD se fixe sur les récepteurs 2A de la sérotonine et provoque une hypersensibilité aux couleurs, aux formes, aux sons et au toucher. Dans les années 40 et 50, des psychiatres américains s'intéressent au LSD qui induit des états proches de la psychose pour essayer de comprendre les mécanismes de la schizophrénie. Pour qualifier ce type de drogue, un psychiatre anglais propose alors le mot psychédélique, qui signifie en grec « qui dévoile l'esprit ». Au début des années 60, un professeur en psychologie de Harvard, Timothy Leary, devient un fervent prosélyte du LSD. L'effet est comparable à celui d'un microscope. Quand vous observez quelque chose au microscope, vous découvrez soudain un monde invisible autour de vous, un monde que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est la même chose avec les drogues psychédéliques. Vous prenez conscience des processus qui se déroulent à l'intérieur de votre cerveau, de l'énergie que s'échangent vos organes sensoriels, mais aussi de l'énergie qui les entoure et que vous n'aviez jamais ressentie. Le mot d'ordre de Timothy Leary, turn on, tune in,
drop out. Branche-toi, accorde-toi, lâche tout. Atteint toute une génération. L'écrivain Ken Kesey et sa bande, intitulée Les Joyeux Lurons, sillonnent les États-Unis à bord d'un bus à fleurs en prônant l'usage d'acide, le surnom du LSD. Au milieu des années 60, la consommation de drogues psychédéliques explose. Le LSD accompagne le mouvement hippie, le bouillonnement artistique et musical de la contre-culture et la vague pacifiste. Des politiciens déclarent même que l'acide est plus dangereux que la guerre du Vietnam. En 1966, les États-Unis, suivis par d'autres pays, finissent par interdire le LSD et toutes les drogues psychédéliques. Il est alors devenu difficile pour les psychiatres et les médecins de se servir de ces drogues comme outil de recherche. La recherche a donc vraiment décliné. Puis, avec le développement des nouveaux outils dans les années 80 et 90, on est revenu à la question de savoir comment ces drogues agissent sur le cerveau, comment elles affectent les neurones. Au-delà de la psychologie, on cherche plus à comprendre ce qui interfère avec les réseaux neuronaux, les neurones et les sites récepteurs. Une nouvelle vague de recherche a donc commencé dans les années 90. Les rats ne peuvent pas raconter leur vision sous LSD. Mais c'est en observant ce qui se passe dans leur cerveau qu'on a commencé à comprendre les mécanismes d'action des drogues psychédéliques. There seems to be an interaction between the effects of the drug and stress. When you give a large dose of either mescaline or LSD, one of the things that you notice is it produces catatonic behavior. Like this animal had a large dose of LSD, and you can see how relaxed he is, and you swing him around. The difference between a rat without any hallucinogen. One of the main things, you put him in a very bizarre posture and he just stays there, which is not true for a normal animal. En plus de stimuler les récepteurs 2A de la sérotonine, le LSD perturbe les circuits de deux autres neurotransmetteurs. Le glutamate est un accélérateur de l'information. Son activation explique la vitesse et les troubles de la pensée. La stimulation des circuits de la dopamine explique quant à elle la sensation d'euphorie. Il y a beaucoup d'effets secondaires. On peut dire que c'est une cascade d'effets. Ce que nous essayons de comprendre, c'est comment ces altérations sont reliées aux altérations de la perception ou de la psychologie que l'on voit spécifiquement avec ce type de drogue. Au début des années 90, de nouvelles techniques d'imagerie cérébrale font leur apparition. La tomographie par émission de positons et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permettent d'observer les zones du cerveau activées par les drogues. Franz Vollenweider et son équipe décident alors de reprendre à zéro l'étude des hallucinogènes avec ces nouveaux outils. Nous pensons que, d'un côté, la profonde altération que l'on constate avec ces drogues quand les gens sont dans un état euphorique et extatique nous donne une idée de comment le cerveau est organisé et comment il fonctionne lorsqu'on est dans cet état extatique. Et de l'autre côté, l'autre état ou l'autre pôle de cette dissolution de l'ego, c'est quand on perd son image propre, quand on perd son autonomie, que l'ego vole en éclats.
Cela se rapproche beaucoup des états de type schizophrénique. When a person comes in with this type of problem, the only way you can make contact is physically, by hugging them, holding their hand, and trying to make them feel the presence of your body. And by holding a person, you give them a certain reality, the feeling of someone near them, someone who's helping them. Franz Vollenweider compare l'état d'angoisse profonde provoqué par le LSD à une fragmentation de l'ego. Dans le cerveau, cette sensation est due à une suractivation du thalamus, le centre de tri des informations, mais aussi à une sous-activité du cortex, un état cérébral qu'on retrouve chez les schizophrènes. L'état extatique, en revanche, est associé à un sentiment de plénitude océanique. Il est dû à une grande activité dans plusieurs zones du cortex et à une mise en veilleuse de l'amygdale qui gère la peur. À ce stade, nous n'avons aucune preuve que les hallucinogènes classiques du type LSD entraînent une dépendance. Il peut y avoir une certaine dépendance psychologique, mais il n'y a pas de symptômes somatiques de manque chez les personnes qui arrêtent de prendre ces drogues. C'est une spécificité des hallucinogènes. Alexander Shulgin teste les effets de chaque nouvelle molécule sur lui-même et sa femme Anne. Puis avec un groupe de volontaires. Il commence avec des doses infimes, puis les augmente progressivement et consigne à chaque étape toutes leurs observations. Les outils que j'ai créés étaient appelés au départ drogues psychotropes ou psychoactives, des drogues qui agissent sur l'esprit. À l'origine, le terme commun était drogue psychomimétique, ce qui veut dire qu'elles imitent la psychose. Puis, on les a appelées drogues hallucinogènes. Mais ce n'est pas très exact, car elles ne provoquent pas vraiment d'hallucinations. On parle plus de l'amnésie qui est associée aux hallucinations. Quant à moi, je les ai toujours appelées drogues psychédéliques. L'une des plus mémorables est probablement la 2O2CB, qui est une substance dont les effets commencent tout doucement. Lors de ma première expérience, elle m'a permis, dans un musée, d'observer des peintures et de comprendre pour la première fois pourquoi le peintre les avait peintes ainsi. À travers la peinture, on atteignait le peintre. Et c'est ce type de communication que je trouve extrêmement intéressante et frappante. L'idée d'ouvrir les portes de la perception est essentielle. L'esprit est constitué de toutes sortes d'éléments, idées, souvenirs des vies passées et à venir. Tout cela se trouve derrière des portes fermées. Il n'y a qu'une seule façon d'y avoir accès, les ouvrir, une par une, car autrement, on risquerait d'être submergé par la quantité d'informations. Mais je pense que cette idée d'ouvrir les portes de la perception est très importante, essentielle même, pour apprendre à se connaître. Nous avons tous une bête à l'intérieur. C'est un des sujets de recherche de ma femme, Anne. Il y a un animal en nous que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas le subconscient, mais l'inconscient. Un animal que l'on ne connaît pas. Et on ne sera jamais en paix avec nos propres aspects négatifs et nos problèmes psychologiques tant que nous n'apprendrons pas à connaître un petit peu cet animal. On peut ne jamais être d'accord avec cet animal, mais l'argument de ma femme, c'est que non seulement nous devons le connaître, mais nous devons aussi, ne serait-ce qu'un instant, observer le monde à travers ses yeux. Ce genre de choses peut nous aider à résoudre bon nombre de problèmes psychologiques. C'est donc un véritable concept que d'ouvrir ces portes. Si Alexander Shulgin ouvre les portes de sa propre perception avec la chimie, il en connaît aussi les risques, et sa démarche personnelle n'en fait en aucun cas un prosélyte de l'expérience psychédélique. J'essaie de ne pas devenir un utilisateur chronique de produits psychédéliques. C'est la découverte que je trouve excitante. Pas l'exploitation, mais la découverte.
et je veux rester capable de le faire. La plus célèbre découverte d'Alexander Shulgin, c'est l'ecstasy, qui va devenir la plus populaire des nouvelles drogues chez les jeunes. En fait, la molécule de l'ecstasy, le MDMA, a été inventée et brevetée en Allemagne en 1914 sans qu'on lui trouve une utilité. Elle a aussi été testée par la CIA comme sérum de vérité, sans résultat. Alexander Shulgin s'y intéresse dans les années 70 et lui trouve un profil très particulier. On lui a donné le nom d'Adam, ou ecstasy. On l'a appelé ecstasy quand il est devenu illégal comme produit, puis vendu et utilisé pour la danse. Ça tient de la même idée. La danse fait tomber les barrières. Elle permet aux gens d'interagir les uns avec les autres pendant un certain laps de temps. Le terme ecstasy était très répandu, mais le terme médical généralement utilisé était Adam. Pour ma part, je continue à l'appeler méthylène dioxyméthamphétamine, MDMA. Toutes les drogues du type MDMA sont très différentes des hallucinogènes. D'abord parce qu'elles ne provoquent pas d'hallucinations, c'est très rare, peut-être seulement avec de très fortes doses. Mais elles stimulent l'humeur et facilitent la communication. Certains les qualifient de prosociales. Pendant quelques années, le MDMA est utilisé par des médecins dans des psychothérapies. Mais après son interdiction, le MDMA devient une drogue synonyme de fête. Très efficace contre la fatigue, l'ecstasy est notamment utilisée par les danseurs dans les rave parties. Elle est consommée par près de 8 millions de personnes dans le monde. Comme le LSD, l'ecstasy agit sur le circuit de la sérotonine, mais elle cible un tout autre mécanisme. Dans un cerveau sans drogue, quand elle a achevé sa mission, la sérotonine est recaptée par une sorte d'aspirateur moléculaire, le transporteur. Ce nettoyage permet à la synapse de se tenir prête pour recevoir un autre message. L'ecstasy bloque le transporteur de la sérotonine, un important régulateur de l'humeur. Une cascade de sérotonine se déverse alors dans les neurones et provoque une sensation de joie et d'empathie. Le problème, c'est que les stocks de sérotonine se vident complètement. Les neurones ne peuvent plus fonctionner comme avant. On pense que si l'on prend 2 ou 3 comprimés de cette drogue, le stockage est diminué et 2 ou 3 jours sont alors nécessaires pour que le stock se remplisse à nouveau. C'est typiquement ce qui arrive à environ un tiers des sujets étudiés. Avec une seule dose, après 2 ou 3 jours, ils déclarent ressentir un blues de milieu de semaine. À l'échelle des cellules, l'ecstasy agit sur les neurones à sérotonine. Avec les techniques d'imagerie médicale, on peut maintenant voir quelles régions du cerveau sont atteintes par la drogue. En touchant le striatum, l'ecstasy facilite les mouvements et crée une certaine euphorie. Elle agit aussi sur l'amygdale, ce qui explique la disparition des peurs, peur des autres, peur de soi-même, et génère cette fameuse empathie que recherchent ces consommateurs. Mais l'ecstasy touche aussi plusieurs zones du cortex, comme le cortex préfrontal, le siège des facultés intellectuelles. Or, c'est dans cette zone que l'ecstasy endommage les neurones à sérotonine. On pense que si la drogue est prise chaque week-end, l'état du cerveau peut être profondément changé, parce qu'il s'agit alors d'un traitement chronique et non plus d'une dose unique. Cela peut mener à une altération complète de la capacité du cerveau à sécréter de la sérotonine. C'est le mauvais côté du MDMA, si on l'utilise fréquemment.
Régulièrement attaqués par l'ecstasy, certains neurones à sérotonine n'arrivent pas à se régénérer. Des études sur les animaux montrent que l'ecstasy peut être neurotoxique, c'est-à-dire qu'elle peut détruire les neurones. Des dommages qui semblent irréversibles et qui peuvent entraîner des dépressions chroniques. I think that MDMA, like no other drugs, has a much higher neurotoxic potential. Je pense que le MDMA, contrairement aux autres drogues, est potentiellement bien plus neurotoxique et dangereux que n'importe quelle drogue qui a des effets comparables, comme les hallucinogènes par exemple, pour lesquels nous n'avons pas démontré d'altération à long terme. Le MDMA est donc un cas spécial. Il est difficile de donner des recommandations d'usage. Il vaut mieux ne pas en prendre régulièrement. Et si quelqu'un me demandait mon avis, je dirais qu'il vaut mieux prendre ses distances avec cette drogue pour ne pas courir de danger. L'ecstasy peut être dangereuse pour les neurones, mais certains médecins voudraient l'utiliser à petite dose pour des psychothérapies, notamment pour aider des patients qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. C'est l'état de choc des vétérans du Vietnam qui a permis aux médecins d'identifier ce trouble psychiatrique qui n'avait alors pas d'existence officielle. Le psychologue José Carlos Bousso a prescrit de l'ecstasy à des patientes atteintes de syndrome de stress post-traumatique. Ces femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles vivent dans un état d'angoisse permanent. Le syndrome de stress post-traumatique est un ensemble de symptômes qui apparaît quand une personne est confrontée à un événement dramatique et traumatisant, comme une agression sexuelle, un acte terroriste ou tout autre type d'acte violent. Ces personnes revivent l'événement traumatique de manière incontrôlée et avec la même charge émotionnelle qu'au moment de l'événement. Elles ont aussi des pensées intrusives, les images disparaissent de leur esprit ou leurs pensées sont complètement déformées et angoissantes. Elles sont en permanence dans un état d'hypervigilance qui les met en alerte par rapport à toute stimulation de leur environnement qui pourrait leur rappeler l'événement traumatique. En général, plusieurs troubles accompagnent ces symptômes. Une dépression, des troubles obsessionnels compulsifs, etc. En définitive, les personnes qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique ont tendance à voir le monde comme un lieu menaçant et à se considérer eux-mêmes comme incapables d'agir dans ce monde. Y la MDMA actúa de manera muy específica sobre el miedo, ¿no? Haciendo que las personas, pues bueno, los mayores miedos que no tienen que ver con los miedos propios. Le MDMA a un effet très spécifique sur la peur. Il n'agit pas sur toutes les peurs liées à la vie courante ou à l'expérience de la vie, mais il agit précisément sur les peurs causées par un trouble ou une situation particulièrement stressante. C'est comme si le MDMA ciblait directement cette peur et l'éliminait, ou du moins la réduisait, pendant son temps d'action pharmacologique. Cela permet aux personnes de travailler leur état interne sans être dans un état de peur permanente. Les patients de José Carlos Bousso ne prenaient que de faibles doses d'ecstasy. Mais le risque de neurotoxicité a conduit les autorités universitaires à interrompre le projet. D'autres études expérimentales sont aujourd'hui en cours aux États-Unis.
En résumé, j'ai l'impression que le MDMA pourrait être un médicament très utile dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Mais malheureusement, je ne peux pas encore le prouver avec des données. Nous espérons simplement qu'un jour, ces études puissent se réaliser pour nous permettre d'avoir les idées plus claires. L'ecstasy contient souvent des substances dangereuses qui n'ont rien à voir avec le MDMA. Les laboratoires clandestins inventent aussi des designer drugs, de nouvelles drogues à la carte dont les amateurs se multiplient. Ces drogues de synthèse comme le GHB ou la kétamine créent des états qui vont de l'abolition de la volonté à une sensation de sortie du corps. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation de drogues récréatives se dirige vers une polyconsommation. Le consommateur dispose d'un menu psychotrope qu'il utilise tout au long de la soirée en fonction des effets qu'il recherche ou qu'il éprouve. En cas de stimulation excessive, il prendra un calmant. Quand il ressent la diminution des effets d'une drogue, il en reprendra un peu pour retrouver plus d'intensité, c'est-à-dire qu'il joue avec les différentes substances. On retrouve aussi ce schéma dans la société normale, où nous avons de plus en plus de drogues ou de substances appelées drogues de style de vie, comme par exemple le Viagra pour le traitement de l'impuissance, ou les antidépresseurs qu'on commence à utiliser pour des personnes qui ont peur de parler en public. Je pense que ce phénomène est généralisé au sein de la société, aussi bien avec les drogues de pharmacie qu'avec les drogues illégales. Interrogés sur ce que seront les drogues de demain, scientifiques et psychiatres pensent d'abord aux traitements médicaux. Entre les drogues et les médicaments, les frontières deviennent chaque jour de plus en plus poreuses et l'avenir s'annonce chimique. La civilisation sous pilule. Un cauchemar qu'avait décrit Aldous Huxley dès 1932. Dans son roman Le meilleur des mondes, une société était régulée par le soma, une drogue omnipotente qui calmait les gens ou les rendait euphoriques selon la dose administrée. Vous anticipez dans une certaine mesure ce monde sous tranquillisant, sous drogue de confort, sous drogue de vérité dans votre roman Le meilleur des mondes. Oui, bien sûr, mais j'avais projeté ce futur dans 500 ou 600 ans. Et c'est plutôt alarmant de penser que 27 ans plus tard, un bon nombre de ces prédictions sont déjà arrivées. Et elles sont arrivées comme un retour de bâton. C'est difficile de savoir ce que seront les drogues de demain, parce qu'on est dans un monde qui est probablement de plus en plus ouvertement chimique. Alors c'est très décrié par certains. On voit bien que les médicaments, l'utilisation des molécules psychoactives sort de plus en plus souvent d'un cadre thérapeutique au sens de traitement de maladies mentales avérées. C'est le problème des traitements de la dépression. On ne sait plus trop où est la frontière entre la norme et la dépression. C'est le problème du traitement de l'angoisse, où on ne sait plus à partir de quelle durée de crise d'angoisse il faut passer au traitement. C'est le problème du traitement de l'insomnie, etc. La consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de sédatifs dans les pays développés connaît une croissance vertigineuse.
Ce recours systématique à la chimie soulève de nombreuses questions sur l'évolution de nos sociétés et sur les exigences qui pèsent sur chaque individu. La realidad es que parece ser que ahora mismo pues las drogas del futuro se podría decir que son quizá los Je pense que les drogues du futur sont plutôt les antidépresseurs. Dans le monde occidental, les indices de dépression augmentent de manière exponentielle. Mais si ces médicaments étaient efficaces, ou aussi efficaces qu'on veut nous le faire croire, les indices de dépression seraient certainement moins élevés. Je veux dire que la médecine du futur doit être une médecine qui répond à la société et aux problèmes psychologiques de la société, et non l'inverse. Nous vivons dans un monde qui va connaître de plus en plus de troubles d'anxiété, de stress ou de dépression. Il faut concevoir des médicaments spécifiques pour enrayer ces troubles, et non l'inverse. Il y a des médecins purs et durs, on pourrait dire, qui voudraient qu'on ne soigne que des maladies avérées et qui pensent qu'il y a un excès terrible de l'utilisation des médicaments et que toutes les souffrances psychiques sont traitées par médicaments, que bientôt on va se réveiller avec la pilule pour se réveiller, on va s'endormir avec la pilule pour s'endormir, on va jouir avec la pilule pour jouir, et on va manger avec la pilule qui donne faim, etc. Personnellement, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je pense que dans la réalité, c'est les usages qu'en font les gens qui vont déterminer le côté nocif ou le côté bienfaisant des mêmes substances. Entre substances clandestines et chimie médicale, les frontières se rétrécissent. L'avenir de la société se dessine sur fond de repères bouleversés. Cerné par les nouvelles drogues et les médicaments, inlassablement poussé à la performance, l'homme de demain sera-t-il un zombie abreuvé de cocktails chimiques? Ou bien saura-t-il inventer un usage intelligent de ces outils de la conscience? La réponse ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans l'évolution de chacun d'entre nous. On se retrouve lundi pour un autre genre de fouille. Après le cerveau, c'est la terre que nous irons couper en rondelles. Savez-vous quel est le nouvel Eldorado des archéologues? C'est l'Europe de l'Est. Grâce à des méthodes high-tech, les chercheurs exhument des trésors, ainsi l'épave de ce navire du XVIIIe siècle. À lundi pour en voir plus, mais on peut déjà creuser le sujet sur notre site.